Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo qui sera également la dernière de l'année. Assez logiquement, vu que vous voyez au titre, on va parler de mes top lectures et de mes flop lectures également. Je sais plus si j'avais fait cette vidéo l'année dernière ou pas. Je crois que j'avais un peu zappé le truc. Mais cette année, je m'étais dit que c'était une bonne idée de revenir sur vraiment les 10 meilleures lectures que j'ai eues. J'ai aussi fait l'effort cette fois de les classer. C'est un truc que je fais jamais, mais cette fois vous aurez vraiment mon numéro 10 jusqu'à mon vraiment top numéro 1 qui a été la meilleure lecture ou le top 3 des meilleures lectures. Enfin, j'ai vraiment essayé de classifier un petit peu ça du mieux que je pouvais. Pareil pour les flops, j'ai classé de la moins pire jusqu'à la vraiment pire. Donc il y a 10 super lectures et il y a 5 flop lectures. Des fois j'oublie un petit peu de faire ce genre de vidéo, mais je trouve que c'est un bon moyen pour ceux et celles qui ne regardent peut-être pas les vlogs, vu que à 90% du temps maintenant ma chaîne c'est une chaîne de vlog, de vous refaire un petit récap, hein, voir un peu voilà, à travers 15 lectures, qu'est-ce qui a marqué mon année autant en bien qu'en moyen bien, tu vois. Avant de vous présenter les 10 meilleures lectures et les 5 moins bonnes lectures de mon année 2022, laissez-moi vous présenter le partenaire de la vidéo du jour. Je tiens énormément à remercier la marque Ava et May. Si vous ne connaissez pas cette marque et que vous êtes, comme moi, vous le savez maintenant, une grande fan de bougies, de parfums d'intérieur, vous allez adorer le concept de Ava et May. L'histoire, c'est deux créatrices qui sont fans, comme moi, de parfums d'ambiance et qui ont voulu retranscrire au mieux les odeurs des quatre coins du globe. Donc il va y avoir des bougies qui vont retranscrire du mieux qu'elles peuvent, et je croyez-moi, le job il est plutôt bien fait, des ambiances que ce soit d'Allemagne, de Suède, mais alors on va aller aux quatre coins du monde. Pour les infos techniques plutôt sympas, on retrouve une marque cruelty free, vegan, qui est faite à base de cire de soja et qui est créée et confectionnée en Europe. Perso, moi c'est le genre de choses qui aujourd'hui, à l'heure actuelle, rajoute forcément une plus-value à une marque et qui devient importante pour moi. De mon côté, j'ai pu recevoir Saturne, que vous ne voyez pas là, parce qu'elle brûle actuellement à côté de moi et c'est dommage que vous ne puissiez pas avoir l'odeur à travers la caméra parce que vraiment, elle est incroyable. Si je prends le descriptif dans Saturne, vous allez retrouver musc, fleur blanche, note aquatique et le pot est en métal. Moi je trouve ça incroyable, je vous le montre de plus près parce que vraiment il est très très beau. Les autres sont dans ma bibliothèque, celle-ci j'ai pas voulu la mettre vu qu'elle était allumée, je la mets à côté de moi, voilà, comme ça j'ai ma petite odeur très sympa pour vous faire ce top aujourd'hui. J'ai eu l'occasion aussi de recevoir dans la gamme Germany, donc Allemagne, la Nuremberg, qui est juste Noël dans une bougie. Vraiment, tu la poses dans ton salon, tu l'allumes le soir et tout machin, petit moment cocooning, etc. C'est Noël dans ton salon, obligé. Et en diffuseur de parfum, évidemment que là je l'ai fermé pour les besoins de la vidéo, mais sinon il est dans ma salle de bain, c'est dans la gamme Scandinavia, la Suède. Et là on est sur des senteurs cèdre, bois de santal et musc. Et dans mon colis, il y avait également ceci, une petite boîte d'allumettes que j'ai trouvée très maligne car elles sont assez grandes, vous voyez, ce sont quand même de longues allumettes. Et c'est vrai que souvent avec les petites, je rencontre ce problème quand on arrive au fond, au bout d'une bougie, aller l'allumer ça devient un petit peu chaud quoi, tu vois ce que je veux dire? Et bien là, vu la taille, vous pouvez vraiment accéder à vos bougies, aux mèches de vos bougies de façon hyper simple. Et elles sont dans un joli petit packaging trop mignon, vous les grattez là-dessous. Alors comme on arrive gentiment sur la nouvelle année, que le moment il est clairement au renouveau, moi je sais pas vous mais moi quand je sens que Noël est passé, tu vois, nouvel an etc, je range toutes mes décos de Noël, je suis vraiment en mode mais nettoyage, je veux que ma maison elle soit clean, nickel, chrome. Changer d'ambiance, pas seulement au niveau de la déco mais au niveau aussi des odeurs qu'on peut diffuser chez nous. Donc pour que vous puissiez en bénéficier également pour ce début d'année, renouvellement etc, la marque vous offre moins 40% sur leur site internet grâce à mon code promo MargotSOS. Je vous laisse le code promo juste ici. Également toutes les modalités avec le code promo en barre d'infos. Le renouvellement, il va se faire aussi niveau lecture. Vu que qui dit fin d'année dit terminer ses lectures de 2022, commencer celles de 2023. Et se poser et faire un petit récap de ce qu'on a lu pendant cette année-là, moi ça me fait du bien. Ça me permet de faire le compte et de me dire que finalement cette année 2022 elle était vraiment bien niveau lecture. Je suis hyper contente des lectures que j'ai faites et j'ai même réussi à avoir des coups de cœur, chose qui n'arrivait plus énormément ces dernières années. Je sais pas pourquoi vous voulez qu'on commence le top ou le flop. Je pense qu'on va faire moitié-moitié. Je vais faire mes... Non, on va quand même commencer par le flop je pense. Comme ça c'est fait. Au niveau du flop, en 5ème position j'ai mis La Ferme
de Tom Rob-Smith chez Pocket, je crois. C'était parti vachement bien, j'avais beaucoup d'espoir en cette lecture. Je me souviens que l'idée était très bonne parce que c'est l'histoire d'un homme qui va recevoir un coup de téléphone d'une part de sa mère, puis de l'autre côté de son père, et les deux racontent une même histoire mais de versions différentes, et à savoir qui ment et qui ne ment pas. Donc pour éclaircir un petit peu l'affaire, il décide de rentrer chez lui au pays pour revoir ses parents et remettre un petit peu les choses à plat. Puis on revient beaucoup dans le passé de ce garçon et de ses parents surtout, quand ils ont décidé d'emménager dans la ferme où ils sont actuellement au moment de l'histoire. Il y a eu plein de choses avec des voisins, des choses que la mère pense ou croit avoir vues. Est-ce que ce qu'elle a vu ou pense avoir vu était réel ou non? Et le père de son côté, tu vois, il essaye vraiment de casser la mère à tout bout de champ, que personne ne la croit, d'enterrer ce qu'elle essaye de dire parce que ça n'a aucun sens selon lui. Et là au milieu il y a le fils qui essaye de faire la lumière là-dessus. Et j'avais eu beaucoup d'espoir par rapport à cette histoire, je m'étais dit que ça allait être incroyable, que le côté psychologique allait vraiment être fou. Et j'ai pas été plus que ça saisie par le fond même de l'histoire. Je l'ai trouvé très compliqué, et compliqué finalement pour pas raconter grand chose. Après coup, quand tu arrives à la fin du bouquin, dans les notes de l'auteur, tu apprends que c'est quelque chose que lui-même a vécu avec sa famille. C'est plus ou moins modifié pour les besoins de l'histoire, mais c'est quelque chose, c'est un schéma narratif en tout cas qu'il a réellement vécu avec sa propre famille. Donc c'est clair que quand tu rajoutes du vécu par-dessus, ça en devient un petit peu plus touchant, mais là j'ai trouvé que ça manquait de punch quoi, un petit peu, tu vois. Donc voilà, je l'ai mis dans mes flops, il aurait pu ne pas y être parce que c'était pas une si mauvaise lecture. Mais en 4ème position, j'ai mis le livre d'Emmett Farmer, que j'ai lu il y a pas très longtemps, là, il me semble que c'était pour cet automne. Ça faisait longtemps que je l'avais dans ma pioche de lecture, que je voulais le lire, j'avais vraiment bon espoir parce que j'avais entendu de très très bons avis le concernant, que ce soit en anglais ou même en français. Et là j'ai été vraiment pas charmée du tout. Pourtant l'idée même commençait tellement bien. Emmett Farmer se découvre le don malheureux d'être un enlivreur, c'est-à-dire qu'il peut accueillir les souvenirs de quelqu'un avec son accord ou non, mais normalement on le fait avec l'accord de quelqu'un, recueillir ses souvenirs, les mettre sur papier, en faire un livre, et la personne qui a donné ses souvenirs ne les a plus. Donc ça peut être très utile quand par exemple on a vécu des choses très traumatisantes, par exemple on va donner ses souvenirs traumatisants à un enlivreur, ce qui fait qu'on ne les a plus en nous, donc ils ne peuvent plus nous faire de mal à s'en souvenir, vu qu'on ne s'en souvient plus. Sauf que être enlivreur c'est assez mal vu. Emmett va se faire former par une femme qui a la réputation d'être une sorcière, et assez rapidement on va rencontrer un autre garçon qui veut faire enlivrer quelque chose. Mais Emmett a un doute sur ce garçon, il a l'impression de le connaître mais il sait plus d'où, et tu sens petit à petit des choses qui se remettent, qui se reconnectent entre elles et qui n'étaient plus connectées à un moment donné. Donc tu vois plus ou moins où ça veut en venir. Et j'avais plein d'espoir parce que vraiment pendant très longtemps dans le livre je me suis dit waouh, si ça va vers ça, ou même si ça va vers ça, ou même ça. Et en fait j'avais plein d'idées vers quoi ça pouvait aller, vers quoi ça pouvait tendre, et ça aurait été incroyable si ça avait été ça. Et le fin mot de l'histoire était assez un peu bof. Et surtout il y avait un truc dans le style de l'autrice qui m'a un petit peu dérangée quand même, c'est qu'il y avait une pétée de parenthèses. Parce que quand il y a autant de parenthèses, mon cerveau il a tendance à se dire ce qui est entre parenthèses c'est moins important. Donc c'est pas que je le survolais à chaque fois, non, mais il a plus tendance à survoler ce genre de moment, alors que finalement ce qu'il y avait entre parenthèses c'était pas important. En fait je comprenais pas l'utilisation de la parenthèse aussi fréquemment dans ce bouquin, et ça m'a un peu déstabilisée au bout d'un moment. En 3ème position, j'ai mis Une époque formidable, et c'était plus la façon, le style de l'autrice qui m'a déstabilisée plutôt que l'histoire en tant que telle. L'histoire était assez intéressante, c'était sur cette jeune femme qui se fait alpaguer et harceler et menacer dans un supermarché alors qu'elle est avec la petite fille qu'elle garde, qui est blanche, elle-même est noire. Et forcément qu'une noire adulte avec une petite fille blanche à 23 h dans un supermarché aux États-Unis, ben bizarrement et malheureusement, ça attire le regard et ça attire l'attention. Et il y a quelqu'un qui va filmer la scène, et ce quelqu'un va ensuite donner la possibilité à cette jeune femme d'utiliser la vidéo si elle a envie de se venger en quelque sorte, parce que l'homme qui l'a agressée avec ses propos était clairement en tort. Il a même été ensuite foutu dehors du magasin. Enfin bref, elle, techniquement elle a rien eu à part le choc et le trauma de s'être fait agresser verbalement par quelqu'un dans un magasin. Donc l'histoire est assez vite
tassée finalement. Elle retourne à son job de babysitter, à ses études, etc. Et sauf que l'homme qui a filmé la scène entre petit à petit dans sa vie. Et puis il y a des liens qui vont se faire entre les patrons de la babysitter et ce mec. Et bref, tout commence à s'entremêler jusqu'au moment où le truc va finir par exploser à la gueule de tout le monde. Ce qui est bien d'un côté est mauvais de l'autre, etc. Enfin, l'histoire est bien, mais elle n'est pas non plus révolutionnaire, tu vois. Elle était sympa. Ce qui m'a énormément déstabilisée dans cette histoire, je me souviens, c'est le style de l'autrice qui créait ces dialogues limite comme tu parles toi tous les jours avec des gens. Et donc par moments ça donnait lieu à des conversations complètement décousues, ce qui dans la vraie vie ou même dans un film, parce que quand tu as l'image c'est plus parlant, tu vois, tu vois que quelqu'un se fait couper la parole par quelque chose et que du coup il va commencer à parler au truc qui lui a coupé la parole par exemple pour revenir ensuite vers l'autre personnage, et c'est quelque chose que toi-même tu expérimentes dans la vie de tous les jours. Mais quand tu le vis et quand tu le vois, c'est beaucoup plus logique que quand juste tu le lis et que t'as pas l'image avec. Là il y avait vraiment des conversations et des dialogues entre les personnages qui étaient tellement décousus parce qu'ils étaient interrompus par des éléments extérieurs que ça devenait très compliqué à suivre finalement. En deuxième position, j'ai mis Wish, le tome 1 de Audrey Carlan, que j'avais lu dans le train quand j'avais été à Lyon chez Pauline au printemps dernier. Oh, c'est déjà le printemps dernier, j'ai l'impression que c'était il y a 3 mois. Tout va bien. Et j'avais envie de refaire confiance à la New Romance. Je suis pas une lectrice de New Romance. J'ai un peu de la peine avec les histoires, avec les personnages. J'ai un peu de la peine à rentrer dans ce genre de mood. Et ouais, enfin bon voilà, c'est pas mon style quoi. Mais des fois j'ai envie d'essayer, j'ai envie de retenter. J'avais un peu d'espoir, clairement, sinon je l'aurais pas pris, tu vois. Mais donc ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui revient, qui est partie, je crois, plus d'une dizaine d'années faire des voyages parce que grâce à l'argent que sa mère leur a légué à elle et sa sœur, elle a pu, voilà, faire un peu vivre sa vie comme elle l'entendait pendant 10 ans, vivre au jour le jour, voyager. Vraiment, elle a vu mais les 4 coins du monde. Et un beau jour elle rentre au pays pour vraiment s'installer là où sa sœur est et elle va ouvrir une boutique. Sauf que elle va retomber sur le gars qu'elle a littéralement largué la veille de son départ en voyage pendant 10 ans. Et qui lui avait un petit peu promis monts et merveilles, l'avait demandé en mariage, enfin pour lui c'était la femme de sa vie. Et sauf qu'aujourd'hui elle revient et lui il est sur le point de se marier avec une autre femme. Encore une fois, le mec qui revient et la belle famille qui aurait tellement voulu que elle finisse avec leur fils parce que la nouvelle venue, en fait on se rend compte que c'est vraiment la méchante future belle-mère dans À nous quatre, tu vois par exemple. Enfin, je sais plus vraiment comment ça se termine, mais je sais que jusqu'à la moitié du bouquin j'étais là, ah ouais bon c'est sympa encore, c'est rigolo, enfin leur petite situation un peu cocasse et autres, mais au bout d'un moment ça part dans tous les sens. Et lui il est méga possessif aussi, donc il est plus avec elle depuis 10 ans. Bon, tu sens qu'il est encore un peu amoureux, mais bon, soit, c'est pas sa faute à elle, quoi, tu vois, non plus, s'il est toujours amoureux d'elle. Et alors qu'il est sur le point de se marier avec une autre, il est méga possessif avec cette fille et tu dis mais laisse-la, c'est sa vie maintenant quoi, tu sais, genre limite il rentre chez elle à un moment donné parce qu'elle vit au-dessus du magasin qu'elle est en train d'ouvrir et il y a des trucs qui se passent, je sais plus si à un moment donné elle se fait pas agresser ou je sais pas quoi, mais bien sûr que lui il arrive en chevalier servant, tu vois, et moi j'étais là, oh c'est pas possible. Mais il y avait tout ce genre de trucs que là que je n'aime pas dans ce genre de personnage et ce genre de livre. Et la palme de la mauvaise lecture 2022 qui pourtant vraiment mais vraiment il y avait tout pour me plaire et déception. C'est Passa Cucco de, j'arrive même plus à relire le nom de l'auteur que j'ai noté, bref c'est périlleux cette lecture hein. Je me rappelle ça commençait bien, vous savez pourquoi? Parce que c'est un meurtre qui a lieu entre 2 maisons d'auteurs de best-sellers mais qui se détestent cordialement. Donc genre il y a le jeune auteur à succès qui fait fête sur fête avec drogue et alcool et jolies filles. Et puis de l'autre côté du lac, dans l'autre lodge, il y a le vieil auteur de best-seller qui lui a engagé un stagiaire pour relire son manuscrit qui va être tout simplement incroyable et autres et autres. Et sauf que le lendemain matin d'une fête, une jeune femme est retrouvée dans le lac et what the fuck, tu vois. L'idée partait hyper bien parce que j'étais ultra motivée par ce pitch, tu vois. Il y avait aussi tout l'effet petite ville qui est pas très loin
dont le policier de base, c'est un peu le vieux bourru de l'histoire, mais il connaît les deux auteurs, il sait un peu les frasques qu'ils font, etc., puis la guéguerre qu'ils entretiennent. Il y a tout un truc avec un truc de drogue ou de je sais plus quoi qui se passe à un moment donné, enfin bref. J'avoue qu'au bout de la je sais pas combienième réflexion et remarque sexiste sur toutes les femmes présentes dans le bouquin, j'ai genre sauté les 3/4, j'ai été à la fin juste pour voir comment ça se terminait et même là j'étais déçue. Voilà, donc vraiment celui-là, voilà. Après comme toujours c'est des mauvais livres pour moi, je les ai pas spécialement aimés, mais par exemple si on prend La Ferme de Tom Rob Smith, je sais qu'il a fait partie de très bonnes lectures de Séverine, de Il est bien ce livre. Donc vous voyez comme quoi les goûts et les couleurs encore une fois, ce que moi je descends ici parce que j'ai pas aimé, ça veut pas dire que vous avez pas le droit de les aimer. Mais c'est vrai que Passe à Coucou c'était surtout ça qui m'avait complètement déplu, c'est qu'au pire l'histoire était cool, tu vois, c'est vraiment ça qui m'a énervé, c'est qu'à un moment donné je me suis dit mais l'histoire j'ai envie de connaître, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Et le fait que l'auteur déglingue absolument tous ses personnages féminins par les personnages masculins, j'ai fait non mais c'est bon quoi, enfin t'as un truc à dire, je sais pas, t'as quelque chose contre les femmes à ce point là que t'es obligé de toutes les démonter dans ton bouquin. Il n'y en a pas une qui est un tout petit peu bien traitée quoi, tu sais, ça devient lourd, tu sais, au bout d'un moment quand tu en lis, tu sais, il y en a une, tu dis bon, c'est pas sympa, c'est pas cool et autres, mais soit, mais là, toutes, là, je fais, ah non là c'est too much là. On arrive donc maintenant sur mon top 10. En 10e position, j'ai mis L'Ami de Tiffany Tavernier, que j'ai lu en début d'année et qui était vachement bien. Je note surtout l'effet crescendo du truc. Donc je l'avais écouté en audio. Ça commence de façon hyper pépouse. C'est un couple qui se réveille un jour et ils voient que dans la maison d'à côté, donc leur super voisin avec qui ils sont amis depuis super longtemps, c'est la pagaille, il y a la police, c'est branle-bas de combat, vraiment plus personne peut sortir, le couple est confiné chez lui parce que on va venir leur poser des questions, etc., etc. Leur voisine est emmenée au poste, puis on recherche le voisin. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous savez où il peut être, etc. Je sais plus s'ils l'ont directement coffré, je me souviens plus. Peut-être qu'ils l'ont déjà coffré, je sais plus. Bref, je l'ai lu il y a un an, hein, plus ou moins, donc voilà. Et là t'apprends, du jour au lendemain, que en fait ton voisin, c'était une grosse crevure de pédophile. Tueur en série et tout et tout. Tu sais, comment tu dois mettre... Et c'est ça que tu vis parce que tu comprends assez vite ce qui se passe. Le voisin en tant que tel comprend assez rapidement de quoi est accusé son ami. Puis les faits vont être avérés, il va y avoir des preuves, la femme va avouer, enfin bref il y a un peu tout, tu sais, qui commence à vomir comme ça, tu vois, à sortir de tout le monde. Et tu sais, t'as toujours un peu dans ce genre de situation criminelle ou de reportage, quand tu vois des choses qui se sont passées et qui restent horribles, souvent on interroge le voisinage, genre ah mais comment vous le trouviez, est-ce que vous auriez soupçonné que... Et t'as toujours ces fameuses phrases de mais non, il était adorable, jamais on n'aurait pu imaginer ça, il avait toujours le cœur sur la main, il venait en aide à tout le monde, il était gentil. Et tu n'entends plus jamais parler de ces gens. Après tu continues l'affaire, voilà, lui, son procès, etc. Et les gens qui ont vécu ça, pas de l'intérieur, mais qui ont été proches de ce genre de personnes, tu vois, comment tu vois, c'est fou quoi quand même. Enfin je sais pas, c'est comme si moi j'apprenais demain que mon collègue il était comme ça, alors que c'est un mec en or et que je l'adore et qu'on s'entend super bien. Je me dis mais t'as des potes et des amis dans la vie, comment tu réagirais quoi si t'apprenais ça sur eux? Et c'est ça que tu vis à travers son regard à lui, de dire waouh, en fait je suis passée à côté du truc et j'aurais pu sauver des gens, des jeunes filles, et j'ai jamais pu le faire parce que j'avais jamais conscience. Et tu sais, c'est le genre de livre que j'appelle mind blowing, tu sais, il te fait exploser le cerveau tellement tu te poses de questions sur toi, ton entourage et autres. Et en même temps l'écriture elle était dingue. L'écriture elle montait mais tu sais, crescendo. Je me rappelle encore, j'étais dans la voiture quand je l'écoutais la plupart du temps, et il y a vraiment le moment où t'apprends le truc. Et j'étais comme ça sur mon volant, je me revois encore, j'étais sur l'autoroute, j'étais comme ça, j'étais... Mais vraiment tu sais genre, oh mon dieu. Et j'avais mon cœur qui faisait... Mais non mais, mais purée mais... Et je vivais le truc avec lui quoi. Alors je sais pas si c'était le fait que je l'ai écouté et du coup je le vivais encore plus profondément, mais c'était waouh, incroyable. Donc là vous vous dites si le top 10 il est comme ça. En numéro 9 j'ai mis Les Ailes d'Ombre, qui est le premier tome d'une série de campus universitaire / sorcellerie.
à la période de la rentrée et puis tu vois de l'automne, etc., j'aime beaucoup me faire une liste de choses qui se passent typiquement sur des campus universitaires par exemple, ou de la sorcellerie. Et là, bim, ça mélangeait les deux. Donc on rencontre un coven de sorcières qui se cache derrière une sororité. Chaque jeune fille qui peut rentrer dans cette sororité est en réalité une sorcière. Soit elle le sait parce que de génération en génération, soit elle ne le sait pas et elle va le découvrir lors de la soirée d'initiation. Nous on va rencontrer Scarlett qui est probablement la prochaine chef de la sororité, je sais plus comment t'appelles ça, la leaduse quoi en gros du coven et de la sororité. Et en même temps on va rencontrer une autre jeune fille qui elle ne sait pas qu'elle est sorcière mais qui va pouvoir rentrer dans le coven grâce à ses pouvoirs qu'elle ne soupçonnait pas jusqu'à aujourd'hui. Alors il va y avoir quelques tensions entre les deux jeunes filles parce que Scarlett vient de se séparer de son petit copain et que bizarrement Vicky, je crois qu'elle s'appelle la nouvelle, va être un peu attirée par l'ex de Scarlett quoi. Donc tu vois il y a un petit peu ce truc d'amour qui rentre en compétition et j'avais un peu peur que ça prenne trop le dessus sur l'histoire même du coven et de la sorcellerie et en fait pas du tout. Ce qui fait qu'ils se retrouvent dans ce top, c'est que l'histoire d'amour, l'espèce de mini triangle amoureux vaguement que tu pourrais redouter, il est pas vraiment là. Donc ça c'était vraiment très agréable parce que c'est très secondaire voire tertiaire dans l'histoire et au contraire on va beaucoup plus se concentrer sur les sorcières, le coven. Il s'est passé des choses pas bien dans ce coven il y a quelques années et bizarrement aujourd'hui il va y avoir des répercussions à cause de ça. Quelqu'un leur en veut, quelqu'un essaie de les attaquer, mais pourquoi? Et c'était... Ah, et jusqu'au bout, tu sais, je cherchais, j'étais là. Oh mon dieu! Et jusqu'à la fin, il y avait des trucs, j'étais là, mais c'est pas possible que ce soit ça. C'était fou. J'ai trouvé ça très bien. Et c'était très bien écrit. Et je me suis commandé le tome 2, voilà, que je n'avais pas encore pris. En 8ème position, j'ai mis Le Sceau de l'Ange de Lisa Garner. Alors je sais, j'ai pas commencé par le bon côté du schmilblick parce que normalement je crois que c'est le dernier tome d'une trilogie avec toujours le même duo d'inspecteurs-inspectrices. Mais bon, écoutez, hein, voilà, je m'en suis sortie quand même. Il était très bien parce que je me rappelle l'avoir bouffé en 2 jours. Voilà, tout simplement, j'étais à fond dedans, j'étais là, je tournais les pages, je tournais. Donc on va rencontrer une femme qui va être victime d'un accident de voiture. On pense d'abord à une tentative de suicide, puis une fois à l'hôpital, elle cherche quelqu'un, il y aurait eu quelqu'un avec elle sur le siège passager ou derrière, et elle demande où est Véro, où est Véronique. Sauf que l'enquête aboutit au fait qu'il n'y avait personne d'autre qu'elle dans la voiture. Donc qui est cette Véronique? Une petite fille, une amie, une mère, une tante? Bref, on commence à creuser, à interroger le mari, puis tu sais, tu commences à sentir le mensonge, tu vois. Les gens mentent, il y a des trucs qui jouent pas, il y a des connexions qui se font pas, puis tout d'un coup les gens partent. Pourquoi tu pars quand tu sais que t'es innocent, que t'as rien à cacher? Puis il y a des trucs comme ça qui commencent à s'emboîter. J'adore ce genre de bouquin où on te mène par le bout du nez, tu vois. On te fait croire à plein de trucs et au final, clac, c'est pas du tout ce que tu pensais. Et bien Le Sceau de l'Ange il m'a fait ça. Je ressens encore, je me revois cette frénésie de lecture. Là j'étais dehors sur la terrasse cet été et j'étais là. Purée, encore, je n'en pouvais plus. Et du coup j'ai les 2 autres de la trilogie. Je vais commencer par le début. En 7ème position, je l'ai aussi lu cet été il me semble. C'est fou parce que je revois où je lisais les bouquins que j'ai beaucoup aimés. Ou pas. C'est L'Année de grâce de Kim Liggett, qui franchement payait pas de mine. Je me suis dit je sais pas, j'hésite et finalement il était vachement bien. Alors c'est cette histoire de communauté qui vit de façon un peu arriérée, mais on sait pas trop à quelle époque ça se passe. Et puis chaque année, les jeunes filles en âge de devenir, tu vois, de passer de l'enfant à l'adulte, se voient exclure de la communauté pendant 1 an. On les envoie dans un camp à l'extérieur du village où elles vont devoir survivre. Et quand elles vont revenir de cette année de grâce, leur pouvoir magique aurait dû s'estomper et comme ça les hommes ne ressentiront plus d'attirance envers elles. Soit elles sont déjà promises et donc mariées quand elles rentrent, soit si elles ne sont pas promises et que personne ne les a choisies pour les épouser, elles partent faire des métiers où on les voit très peu finalement, au champ, ce genre de choses. Et nous on va suivre une de ces jeunes filles qui part en année de grâce et on va enfin voir ce qui se passe pendant cette année à travers ses yeux. Et à beaucoup de moments j'ai eu peur pour elle. Je me suis dit on n'est pas à l'abri de tomber sur une autrice un petit peu vacharde
qui va nous buter le personnage principal, tac, et en fait prendre un autre personnage en tant que personnage principal. Pourquoi pas après tout, hein? Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais peur pour le personnage principal alors qu'il pourrait très bien nous claquer dans les pattes au bout de 50% du bouquin? Je trouverais ça plutôt original. Bref. Donc par son style, il est vachement bien. L'idée, l'histoire, les personnages aussi, parce que même ceux que t'apprécies pas beaucoup, bah franchement ils sont hyper intéressants. Il y a toute une partie qu'on voit pas trop, et c'est peut-être ma seule déception par rapport à cette histoire, c'est qu'il y a vraiment un angle de leur communauté, de leur histoire et de cette fameuse année de grâce que j'aurais trop voulu voir et qu'on ne voit pas. Mais franchement, je sais pas si c'est un bon truc qu'on le voit pas ou c'est un mauvais truc finalement, parce que le fait de ne pas le voir, ça renforce encore plus l'idée que c'est puissant. Je sais pas comment vous dire, peut-être pour ceux qui l'ont lu vous comprendrez ce que je veux dire. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est que c'est un one shot, donc il n'y a pas de suite, même si la fin est un tout petit peu ouverte, donc tu comprends ce que tu veux comprendre. Il y en a, j'ai vu, ils ont crié, pas au scandale, mais genre ah mais on espère qu'il y aura une suite, un tome 2, vite vite. Et moi j'étais non, non s'il te plaît fais pas de tome 2, laisse ça ouvert, tu sais, parce que tu peux très bien imaginer la suite toi-même, t'es pas bête quoi, tu vois. Enfin je me rappelle que c'est ce que je disais quand je parlais de ce bouquin. Des fois on prend un peu trop les lecteurs pour des gens un peu neuneux alors que pas du tout, enfin t'es capable d'imaginer ce qui se passe, t'as pas besoin de la voir à tout bout de champ quoi tu vois, et là c'est clairement ça. L'autrice elle te donne tellement d'éléments, elle te donne tellement de trucs, de grains à moudre que t'as largement de quoi faire quoi en fait, donc vraiment j'ai beaucoup aimé cette histoire. En 6ème position j'ai mis Nous étions merveilleuses de Laure Rollier je crois. Là j'ai carrément commencé à ne plus mettre les noms des auteurs ou des autrices, désolée. J'avais plus la place, j'avais plus l'envie. Celui-ci je l'ai lu en Italie et je l'ai lu mais comme ça, d'une traite, dans notre Airbnb surchauffé où on avait 10 fois trop chaud cet été en Italie. Et je me rappelle avoir lu cette histoire que j'ai... Franchement qui payait pas de mine, je l'avais pris un peu par... pourquoi pas quoi en fait, j'avais bien aimé cette couverture où tu vois ces 4 copines de dos, et puis l'histoire va raconter un été, enfin 2 étés en particulier si on veut bien, un été aujourd'hui où elles ont une quarantaine d'années il me semble, 35-40 ans, elles sont 4, elles se retrouvent toutes et puis elles refont le road trip qu'elles ont fait pour leurs 18 ans. Et pendant tout le livre il y a un truc qui manque, il y a quelque chose qui se passe, tu sais pas vraiment quoi, elles parlent de quelqu'un qui est pas là et tout ça. Et puis bon, au bout d'un moment tu comprends voilà, où ça veut en venir. J'ai été hyper touchée parce que franchement je pleure assez rarement quand je lis des livres. Et là je me souviens que j'y suis allée de ma petite larmichette. Voilà. Je sais pas si c'est parce que c'était les vacances, que j'avais chaud ou que sais-je, mais j'ai bien aimé, c'était doux, c'était tendre. Donc oui, un excellent moment avec Nous étions merveilleuses. Franchement si vous voulez une lecture de vacances pour l'été prochain, il est juste idéal. Voilà. Je vais pas en faire non plus encore 5 minutes dessus, mais franchement il était très très bien. Quoi, en 5ème position j'ai mis Six of Crows. Parce que Leigh Bardugo et que parce que bah, j'avais fini les 3 tomes de Grisha, qui étaient bien. J'ai bien aimé mais qui était un peu young adulte quoi tu vois, mais qui t'introduisait le monde du Grishaverse, tu vois, de tout l'univers de Leigh Bardugo. Et puis après j'ai commencé Six of Crows qu'on vous laisse faire en lecture commune avec les filles, avec Nin, Lily, Moody et Emily. Et mon dieu, c'est trop bien. Je sais que j'arrive un peu après tout le monde, donc c'est pour ça que je vais pas trop vous le résumer. Six of Crows, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont lu. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, je pense que vous en avez déjà entendu parler maintes et maintes fois. Donc voilà, ce groupe de personnages qui ne sont pas très bien vus, qui doivent aller sauver un autre personnage et à qui on va donner une mission à faire, des choses, etc. Et puis c'est des choses pas très bien qui doivent être faites un peu dans le dos de l'État si on veut bien, s'ils veulent être payés. En gros c'est un groupe de malfrats qui fait des trucs de malfrats mais qui sont peut-être des fois un peu moins malfrats que les autres. Et l'univers de Leigh Bardugo il est fou, enfin moi j'ai adoré quoi, voilà. C'était... En fait quand t'as pas trop aimé Grisha, ou bien que Grisha c'était un peu bof, quand après tu lis Six of Crows, voilà, j'ai rien à dire. En 4ème place j'ai mis le premier tome des aventures de Anne de Lucy Maud Montgomery, parce que c'est comme ses retours en enfance, hein. Vraiment lire un volume de Anne, mais j'ai mis le premier tome parce que c'est vraiment celui qui représente le plus l'enfance. C'est là où tu rencontres Anne, ses amis, où tu rencontres Avonlea aussi, l'endroit où elle va vivre, les pignons verts. Il y a toute une ambiance que j'ai un peu ressentie quand je lisais des Malheurs de Sophie quand j'étais petite quoi, par exemple. C'était vraiment cette sensation tu sais de l'enfance.
pour eux c'est énorme, tu sais, il se passe des trucs comme ça grand, c'est horrible, ça prend des proportions incroyables, alors qu'en fait de ton point de vue d'adulte tu fais ouais, enfin ça va, tu sais. Mais vraiment je ressens ça quand je lisais Les Malheurs de Sophie par exemple et que je disais oh mais non, mais mon Dieu, mais elle a fait ça, mais oh mais Madame de Rayon elle va la, tu sais. Et en fait c'est des bêtises d'enfant quoi. Et avec Anne c'est pareil, mais Anne elle a une sensibilité qui est exacerbée quoi, c'est trop tout le temps, elle est pas seulement hyper sensible, elle est hyper tout quoi, tu sais. Et c'était hyper plaisant de la rencontrer sous ce format là et de la découvrir et de la lire et de la découvrir par la suite aussi parce que bah, j'ai continué la série forcément. Mais je mets vraiment ce premier tome parce que pour moi il représente toute l'enfance. On arrive sur le podium. En troisième position, j'ai mis Herland de Charlotte Perkins Gilman, qui est un livre très percutant, qui m'a vraiment beaucoup plu. On va découvrir un monde, un pays uniquement fait. Alors on est très clairement sur une utopie où elles arrivent à se reproduire d'une façon qui est expliquée à un moment donné dans le roman. Et ce qu'on va suivre nous, c'est 3 hommes qui découvrent ce pays alors que quasiment aucun homme n'a réussi à y pénétrer avant. Et il y a 3 profils de mecs qui vont arriver. Donc on a l'homme, le gros macho qui ne comprend pas comment ce monde peut fonctionner sans homme, qui est hyper machiste, etc. Puis on a le deuxième qui lui est à l'inverse total, est fasciné par ce qu'elles font, rêve de pouvoir vivre avec elles, hyper admiratif de tout ce qu'elles ont réussi à mettre en place, de la manière dont elles vivent, dont elles se comportent les unes avec les autres. Et on a le personnage du milieu qui est celui qu'on va suivre principalement, qui lui est un peu des deux côtés quoi on va dire. Il m'a surtout énormément plu quand on sait à quelle époque il a été écrit et publié et par qui. L'autrice est passée par beaucoup d'épreuves dans sa vie. On a voulu lui attribuer des maladies qu'elle n'avait pas, on a voulu l'interner de force, on a voulu l'empêcher de lire, d'écrire, tout ça pour lui dire que c'est grâce à ça qu'elle allait guérir, alors qu'au contraire, moins elle lisait, moins elle écrivait, plus elle périssait. Donc elle a décidé de divorcer, et on parle du début des années 1900, de partir vivre à l'autre bout des États-Unis, d'obtenir la garde de sa fille et de créer un journal uniquement fait de femmes. Dans les grandes lignes, hein. je vous schématise ça, voilà. Donc j'ai un autre texte de l'autrice qui s'appelle Le papier peint jaune, que je me réjouis de lire, j'espère cette année, qui lui représente peut-être beaucoup plus ce que l'autrice a elle-même vécu, notamment une grosse dépression postpartum qui est à l'origine voilà, de tout ce qu'elle a pu vivre par la suite. Et son personnage va vivre également ça, puis va voir apparaître des formes et des visages dans le papier peint, ce qui va commencer à la rendre un peu folle. Mais bref, je l'ai pas lu celui-là, donc je suis pas là pour vous parler de celui-ci, c'est juste que en ayant lu Herland, j'ai eu très envie de lire un autre texte d'elle. Herland, il y a du bon comme du moins bon, mais j'ai décidé moi de le voir comme quelque chose, déjà un premier pas vers une dénonciation d'un monde patriarcal qui ne va pas. À tout moment, les hommes posent des questions, disent mais comment vous faites ci, comment vous faites ça, pourquoi ça se passe pas comme ça, parce que chez nous il se passe ci, il se passe ça. Et les femmes de Herland sont très ouvertes à la discussion, sont très curieuses de pourquoi il se passe telle et telle chose du côté du monde, comment elles appellent ça, du monde mixte, où il y a hommes et femmes. Et ne comprennent pas beaucoup de choses qui se passent dans le monde homme-femme. Pour elles, il n'y a aucune raison à ce que la femme soit soumise d'abord à son père, puis ensuite à son mari. Pour elles, il y a plein de choses comme ça en fait qu'elles décrivent et qui leur paraissent juste inconcevables, alors que chez elles, il n'y a aucune raison que ça se passe comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et c'est le parallèle entre les deux qui m'a vraiment beaucoup fascinée. Après, il y a toute une partie de l'histoire qui m'a un peu... qui m'a pas spécialement parlé parce que je pense aussi que c'était des préoccupations et des représentations qu'on n'avait pas forcément dans les années où le texte a été écrit. Donc je n'en veux absolument pas à l'autrice de ne pas nous avoir mis de couple lesbien. À aucun moment les femmes tombent amoureuses d'autres femmes, alors que c'est franchement une logique assez imparable, mais le syndrome même de l'amour est vachement différent dans leur communauté qu'elle ne l'est chez nous, par exemple, que tu le prennes de façon hétérosexuelle ou non. Ce qui fait que c'était assez questionnable, voilà, tout ce qui est ce rapport aussi à la maternité. Alors il y a une partie qui m'a beaucoup touchée, étant moi-même maman, et puis il y en a une autre où j'ai trouvé ça un peu, wow, un petit peu too much peut-être, mais c'était vraiment en enlevant peut-être ces 2-3 bémols on va dire, le reste était
ça fait réfléchir. Voilà, c'est un texte qui à la fois est très intéressant dans sa façon dont il est construit et en même temps il te fait cogiter. Deuxième position, attention, Betty de Tiffany McDaniel, que j'ai lu aussi cet été, que j'avais commencé justement en audio et puis que j'ai lu aussi en format papier. En fait j'avais un peu de préjugés, j'avais un peu peur de me lancer dans cette lecture parce qu'elle avait eu beaucoup de très bons avis quand il était sorti en grand format, elle avait gagné des prix, etc. Et moi ce genre de bouquin que tout le monde a lu, que tout le monde a encensé, des fois j'ai un petit peu de la peine parce que j'ai peur de lui mettre la barre trop haute justement. Mais là, vraiment, waouh! J'ai été scotchée, j'ai été soufflée, j'ai été embarquée dans la vie de cette Betty, de sa naissance jusqu'à ses 10-11 ans, où elle est incroyable. Voilà, la façon dont elle décrit le monde, elle voit les choses. Ça m'a fait un peu penser à Anne par moment de Lucy Maud Montgomery, parce que ce sont des autrices qui arrivent à écrire et à décrire l'enfance et aussi le regard qu'on a quand on est enfant sur certaines choses, des situations adultes qu'on comprend pas comme on devrait les comprendre ou qu'on comprend juste autrement. Et j'ai beaucoup aimé ça. Betty, elle vit aux États-Unis mais dans les années 50-60. Elle a une maman blanche et un papa cherokee, ce qui fait d'elle une métisse. Elle est acceptée nulle part, elle vit hyper mal son métissage, elle est issue d'une famille très nombreuse. Elle capte des trucs qui se passent dans sa famille mais qu'elle devrait pas capter et qui devraient juste pas se passer. Sa mère est en dépression, très clairement, mais à l'époque on n'appelait pas ça comme ça. Son père c'est une crème mais ça reste un papa de cette époque. Et qui est très tendre, qui est très gentil avec elle, qui va lui apprendre plein de choses, mais qui en même temps est très distant face à ce qui se passe chez lui. Je sais pas s'il ferme les yeux sur beaucoup de choses ou pas, mais j'ai l'impression qu'il capte pas non plus toujours très bien ce qui se passe chez lui, alors que t'as envie quand même un peu de le secouer par moments. Mais c'est super joliment décrit et écrit, et la façon dont elle vit cette vie, toutes les choses qu'elle va traverser, les belles comme les moins belles, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et le numéro 1, là c'est roulement de tambour, mais je pense que pour ceux qui ont regardé les vidéos cette année, ça tombe un peu sous le sens, hein. Vous êtes d'ailleurs, il n'est pas du tout dans le top, elle nous a sériné avec depuis 3 mois et puis il est pas dedans. Oh là là. Je vous parle de La 9e maison, le premier tome de Leigh Bardugo, encore une fois. Alors là on est sur un texte de Leigh Bardugo beaucoup plus adulte, voire carrément très adulte. Il reprend exactement tous les codes qu'on peut retrouver dans le genre un peu dark academia. C'est-à-dire qu'on est sur un campus universitaire, les personnages vont flirter plus que quelquefois avec la mort, il va y avoir des enquêtes, des secrets, des choses qui sont cachées, qui ne devraient pas être découverts. Et puis au milieu, on va mettre un personnage qui n'appartient à aucune caste de cette université. On l'a juste engagé dans cette fameuse 9e maison pour chapeauter un peu les 8 autres, qui ont toutes un don, qui font toutes partie de grandes familles d'universitaires, qui ont toutes forgé un peu, on va dire, les grands dirigeants de ce monde. Et Alex Stern est dans la 9e maison pour la simple et bonne raison qu'elle peut voir les fantômes. Voilà, à peu de choses près, ça s'arrête là, hein. En gros, parce que tu sais voir les fantômes, on t'a engagé. Mais évidemment qu'elle va être mêlée à des choses beaucoup plus importantes qu'elle ne pensait absolument pas devoir gérer. Et il va y avoir plein de trucs dégueulasses qui vont lui arriver, notamment des disparitions, des meurtres, La première scène, franchement, moi, qui m'a tellement marquée, c'est qu'elle doit surveiller une cérémonie où des gens sont en train de lire l'avenir dans les entrailles de quelqu'un quand même, hein. De quelqu'un de vivant. Donc ça vous donne un peu le ton du reste du bouquin et ça part dans tous les sens. C'est très addictif alors qu'il faut quand même bien passer les 100-150 pages, je dirais, pour vraiment être dedans, pour être pris dedans, pour comprendre aussi tout l'envers du décor, parce que c'est très fouillé, c'est très dense, on va dire, comme univers, parce qu'il y a ce qui se passe sur le campus avec ces maisons et puis ces sociétés secrètes un peu, on va dire, mais il y a tout ce qui se passe autre. Il y a une grosse part de magie quand même qui vient s'entremêler à tout ça, de surnaturel qui est très important. Des faux semblants et des doubles jeux, il va y en avoir de partout. À aucun moment tu ne peux faire confiance à tout le monde et ça devient vraiment excellent. Vraiment, plus le livre avance et plus tu... Voilà, moi je me suis complètement fait embarquer dans l'histoire. J'ai hyper hâte au tome 2 parce que c'est franchement très bien. Et je pense même pouvoir dire que c'est
mon coup de cœur de l'année. Si je l'ai mis en numéro 1, c'est pour une bonne raison, mais je pense vraiment qu'il a voilà, le big love, le gros cœur sur la couverture là, je suis à fond derrière. Alors voilà pour ce top et ce flop. J'espère que la présentation vous a plu, j'espère que j'ai été très variée. Hein. On devrait noter, on est sur une année très bah, comme d'hab en fait, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. Et j'espère aussi que à travers ce top et ce flop, bah, ça aura peut-être pu vous conforter dans certaines lectures que vous aimeriez peut-être faire, que vous hésitiez peut-être à entreprendre, et bah que là ça vous aura donné la petite pulsion en plus pour allez, cette fois j'y vais, je me lance dans ce titre là que j'hésitais depuis tant de temps, et là c'est bon, j'ai eu ce qu'il fallait pour me motiver. Moi comme chaque fois c'est un réel plaisir de vous parler autant de mes lectures que de plein d'autres choses, de toutes mes petites péripéties annuelles, de tout ce qui se passe dans ma petite vie de temps en temps. Voilà, vous savez qu'à travers les vlogs je ne vous montre absolument pas tout, mais j'essaie de vous embarquer dans ces petits moments un peu sympas que je peux vous partager. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente fin d'année 2022. J'espère qu'elle aura été belle, autant que faire se peut. De mon côté, si je devais en tirer un bilan un peu plus global, hors de mes lectures, ça a été une très bonne année. J'ai été un peu prise par le temps, comme d'habitude, je me dis que je vais faire ci et ça, et puis que je vais entreprendre tel et tel projet. Et puis finalement, ça n'a pas lieu, mais c'est pas très grave. Voilà, je me dis que 2023 est là, heureusement, et je vais pouvoir réentreprendre ces projets qui auront peut-être été un petit peu écourtés cette année. Mais j'ai passé une très bonne année 2022 et j'espère que vous aussi, j'espère que 2023 saura vous combler et vous apporter plein de bonheur. D'ici là, portez-vous bien, fêtez bien le réveillon du nouvel an si vous le fêtez. Nous personnellement c'est pas un truc qu'on fête plus que ça, donc on va juste manger et regarder un film. Voilà, ça sera quand même une très très bonne soirée. En tout cas de votre côté fêtez bien et moi je vous retrouve l'année prochaine. Portez-vous bien. Ciao.